Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier Pitch Your Job. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Charlotte Rudnick de Nickel qui va nous expliquer son métier. Cet événement a lieu dans le cadre du Mega Women and Girls in Tech organisé à l'occasion de Vivatech par un collectif de contributeurs, d'une cinquantaine de contributeurs. Et aux manettes de ce grand événement, Simplon, BNP Paribas et l'association Digital Ladies Analyze. Bienvenue, bonne écoute et c'est à toi, Charlotte. Merci. Alors, bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais vous poser une question pour avoir une idée de votre niveau de connaissance sur mon métier, c'est-à-dire être data scientist. Pour faire ça, je vous propose d'écrire 1, 2 ou 3 dans le chat pour me donner une idée. Donc, 1, si vous êtes vous-même data scientist. 2, si vous connaissez le métier, mais vous quand même voulez en savoir un peu plus. Ou 3, vous connaissez juste de nom et c'est une découverte. Allez-y, je vous laisse répondre. OK. OK, super, merci. Du coup, on va tous se mettre d'accord sur, qu'est-ce que c'est que la définition, être data scientist. Heu, et je vais vous donner, mon point de vue à moi, bien sûr, hein. Je veux dire, je parle à la première personne pendant toute la présentation, j'ai pas la la vérité, générale. Quand on lit des offres ou des descriptions de postes, on voit pas mal de définitions différentes ou de choses différentes. Mais pour moi, dans toutes ces annonces, de postes ou ces descriptions, il y a, 3 points communs et 3 aspects qu'on va retrouver partout. Le premier, c'est l'aspect données. Bon, data, c'est dans le titre, c'était pas compliqué. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le fait d'utiliser les méthodes d'intelligence artificielle en utilisant un gros mot. Ce que je vais mettre là-dedans, c'est, tout ce qui va être, en fait, la notion, d'algorithme. Et le troisième aspect, qui est en fait le but du métier, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces algorithmes? Qu'est-ce qu'on en fait de ces données? C'est on résout des problèmes avec ça. Et c'est vraiment ça le point focal, et la mission du data scientist. Donc quel type de problème? Par exemple, je suis dans une banque, et j'aimerais bien savoir si mon client a oui ou non, subi une fraude. Ben ça, il y a des data scientists qui vont, pencher sur ce problème. Et tous les data scientists qui vont travailler là-dedans travaillent sur ce qu'on appelle des séries temporelles. Donc c'est un sous-domaine de la data science. Une deuxième question qu'une entreprise, par exemple, qui développe, des smartphones ou, des systèmes de type Android ou iOS, peuvent se poser, c'est, comment faire pour que, mon client déverrouille son smartphone, de façon hyper simple, juste à partir de sa photo? OK, c'est un problème, qui est entre guillemets «déjà résolu», mais ça, il y a des data scientists qui ont planché dessus. Ces data scientists, ils travaillaient sur tout ce qui était vision assistée, vision par ordinateur. Donc ça, c'est un autre thème, qui n'a absolument rien à voir avec les séries temporelles. On parle bien de données différentes, mais qui aussi fait partie de ce métier. Un troisième exemple de problème, que l'on pourrait vouloir résoudre, c'est une entreprise qui cherche à répondre à ses clients de façon automatique ou hyper simple. On peut penser à des chatbots, par exemple. On a vachement de plus d'interactions au travers de chats qui apparaissent sur des sites pour nous demander: «Est-ce qu'on a besoin d'aide?» ou quelque chose comme ça. Et ça, pareil, ça n'a rien à voir avec les séries temporelles ou avec, la computer vision. Ça fait partie d'un domaine qu'on appelle le NLP. NLP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Natural Language Processing. C'est, un acronyme anglais, mais qu'on utilise, même en France, malheureusement, si j'ose dire, qui signifie, traitement automatique du langage. Et il se trouve que c'est ma spécialisation. C'est ce dans quoi je bosse et c'est ça qui m'intéresse et qui me fait plaisir au quotidien, on va dire. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse tant que ça et pourquoi c'est intéressant, de travailler sur ce domaine, et de mélanger, data et langage? On s'aperçoit qu'en fait, le langage, c'est super riche. Regardez le nombre de langues qu'il existe dans le monde, tout ce qu'on arrive à communiquer au travers, du langage. Donc c'est une richesse incroyable et à la fois, c'est très subtil. Quand on communique, on peut parler avec ironie, on peut parler avec des sous-entendus, on peut faire des figures de style et tout ça, pour un humain, c'est facile à comprendre parce qu'on a l'habitude
et on arrive à processer l'information super facilement. En revanche, quand on essaie de faire comprendre ça à un ordinateur, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a du challenge, il y a plein de choses à faire et on n'y est pas encore tout à fait, à cette fameuse intelligence artificielle qui peut répondre à toutes nos questions. Mais en tout cas, plein de belles perspectives et plein de gros problèmes à résoudre, si j'ose dire. Donc voilà, maintenant qu'on est d'accord sur la définition de data scientist et les sous-domaines, et que je vous ai parlé de moi, de ce de quoi je travaille, je vais revenir un peu plus sur moi et sur mon parcours. J'ai fait une école d'ingénieur à la sortie de l'école. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que moi, tous les domaines, ingénieur, nouvelles technologies et tout, ça me plaisait. Mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, quoi, ce qui est là-dedans. J'ai commencé par travailler dans une entreprise de conseil et je me suis dit, c'est génial, en IT en l'occurrence. J'ai l'aspect IT. Et puis le conseil, ça m'a permis d'aller voir les différentes entreprises, de voir comment ça se passait, comment chacun faisait son IT, etc. Mais au bout de 3 ans, je me suis dit: «Ouais, c'est très intéressant, mais je ne m'épanouis pas là-dedans. Il me faut quelque chose de plus» et je me suis posé la question: «OK, mais qu'est-ce qui ferait que je pourrais m'épanouir?» Et vraiment, ça a fait ressortir ces 2 aspects-là, qui est d'une, l'aspect, je veux travailler sur, du langage et 2, je veux résoudre des problèmes et ça tombe bien, le poste de data scientist, ça fait ça. Donc, je suis data scientist aujourd'hui, mais avant de le devenir, j'ai fait une étape par la recherche. J'ai été, pendant 2 ans, ingénieure de recherche, ce qui m'a permis de monter en compétence sur tous ces aspects, NLP que je n'avais pas, auparavant dans le conseil. Donc je suis data scientist chez Nickel. Nickel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une offre, de compte courant, mais accessible à tous. Donc on a plusieurs spécificités, pardon. La première, c'est la facilité et la rapidité d'ouverture de compte. Donc, avec 20 €, vous vous connectez, vous vous créez un compte. Ensuite, vous allez directement chez votre buraliste et vous sortez votre buraliste. Vous avez une carte, un RIB, enfin, un compte opérationnel, je veux dire. Ça y est, vous pouvez utiliser votre carte comme vous le sentez. Le deuxième aspect, la deuxième spécificité de Nickel, c'est les valeurs très fortes de la marque et son aspect inclusif, c'est le compte pour tous. On accepte tout le monde, quel que soit le niveau de revenu, même les interdits bancaires, quel que soit, enfin même les étrangers. Donc, on accepte tout le monde. Donc voilà, donc je travaille chez Nickel au sein de l'équipe data. Donc, l'équipe data, je fais partie de l'équipe centrale. La data, ça s'organise, en 2 parties. Une première partie avec, des data analysts qu'on appelle, qui vont explorer l'information, au sein des directions métiers et l'équipe centrale qui vient en support, de ces data analysts, qui fournit à la fois, l'infrastructure, si j'ose dire, pour mettre à disposition les données et à la fois ce pôle d'expertise pour explorer, les données et fournir les outils adéquats. Donc le pôle d'expertise, il y a 2 sujets. Il y a cet aspect, fraude et conformité, donc on souhaite détecter et il y a moi, en NLP. OK, vous allez me dire, «Mais pourquoi est-ce que, Nickel, aurait besoin de NLP?» Enfin, OK. Alors quand on y réfléchit un tout petit peu plus, on s'aperçoit qu'on communique énormément, enfin, pas besoin de réfléchir beaucoup d'ailleurs, hein. On communique énormément, dans l'entreprise et sur enfin, de plusieurs façons. Par exemple, on produit énormément de rapports, quand on pense, à des départements type, des directions type juridique ou, des directions financières, donc avec des rapports financiers qui sont en fait, des données brutes textuelles avec, des informations à l'intérieur, très importantes. Et cet aspect-là. Il y a cet aspect, communication entre nous. On s'échange des dizaines, voire des centaines, certaines personnes reçoivent des centaines de mails par jour, qui sont, des données idem, avec des informations qui sont, plus ou moins exploitées. Et un dernier aspect qui est l'aspect extérieur. Les clients interagissent avec nous et communiquent avec nous. Et donc pour remettre un peu de contexte, de mon rôle, chez Nickel, Nickel s'est donné la mission ou l'objectif de fournir la meilleure expérience utilisateur, à ses clients. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fournit cette meilleure expérience utilisateur? Et ben, la première étape, c'est d'écouter ses clients. Donc d'écouter ce qu'ils nous disent par mail, d'écouter ce qu'ils nous disent, quand ils répondent à nos sondages, d'écouter ce qu'ils nous disent quand ils nous appellent pour nous faire, des retours ou pour se plaindre et cetera. Et tout ça,
toute cette source de texte, si j'ose dire, de langage, c'est de la donnée brute. Et cette donnée brute, du coup, on aimerait bien la transformer pour en tirer de l'information. Et donc, c'est ça ma mission, c'est transformer cette donnée brute en information. Donc, comment ça se passe très concrètement? Une première étape, ça va être systématiquement de récupérer les données. Donc, récupérer les données récupérer donc les retours des sondages, les stocker, les transformer de façon exploitable, donc les explorer, voir OK, qu'est-ce qu'il y a dans ces sondages? Est-ce que c'est des informations pertinentes? Est-ce que c'est ce qu'on va qualifier comme étant du bruit? Les nettoyer aussi pour que toutes les informations qu'on peut avoir soient structurées exactement de la même façon et soient exploitables plus facilement derrière. Donc, il y a toute une partie du travail qui consiste à faire ça. Une fois qu'on a une base de travail saine, on peut passer à résoudre les questions dont on parlait précédemment. Donc, moi, les questions que j'aimerais bien résoudre ou auxquelles j'aimerais bien répondre, c'est qu'est-ce que nos clients apprécient dans nos produits? Quels sont les points à améliorer? Et quels nouveaux services aimeraient-ils avoir? Pour faire ça, je vais construire des modèles de machine learning. Comment est-ce que je construis un modèle? Première étape, c'est réfléchir à l'architecture. C'est un petit peu intuitif avec mes différentes expériences précédentes. Relire dans la presse scientifique, si j'ose dire, regarder les différents modèles, voir s'il y a déjà des gens qui ont répondu à ces questions, voir comment ils s'y sont pris. Donc faire, si je veux dire, une étude de marché des modèles disponibles pour voir, OK, je vais tester cette architecture. Une fois que j'ai choisi, il faut l'implémenter. Et une fois qu'on l'implémente, faut la tester sur nos propres données pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc la tester, ça veut dire est-ce que je réponds suffisamment bien à la question que je me suis posée initialement. Si je réponds en mettant un seuil supérieur, donc on définit des seuils et des scores qui vont nous servir à évaluer tout ça. Si le score est supérieur à un certain seuil, OK, je suis content, je vais pouvoir passer le modèle en production et il va pouvoir être utilisé par la suite et intégré. Si je ne suis pas contente, en revanche, là, il va falloir repasser à l'étape, potentiellement redéfinir l'architecture, retravailler sur les paramètres, retravailler sur les données, essayer de combiner différentes approches, etc., etc. Donc itérer jusqu'à aboutir à un modèle qui nous satisfasse pour répondre à notre question initiale. Et de nouveau, si elle répond à notre satisfaction, le mettre en production et le mettre en production avec l'aide des data ingénieurs ou développeurs avec qui je vais travailler étroitement pour cette partie-là. Et donc concrètement, comment se découpe mon job au quotidien? Cette partie-là, tout ce qui va être donné, finalement, ça va représenter que, je veux dire 75 de mon temps. Les 25 qui restent, je vais en avoir 15 qui vont être de discuter et d'interagir avec les équipes en amont pour définir, pour bien comprendre ces questions, pour comprendre leurs soucis, comprendre leurs besoins. Et donc, dans ce cadre-là, je vais discuter avec les équipes produits, les équipes marketing, le service client, voilà, pour bien définir le problème finalement. Et ensuite, en aval, une fois que le produit est mis en production ou entre guillemets, pour moi, il est fini, une partie que je ne veux pas sous-estimer qui est plus liée à de la pédagogie, qui va être d'expliquer ce qu'on a fait, de créer des visualisations sur ce qu'on vient de faire. Et c'est là où on va avoir je vais avoir un fort échange avec potentiellement les data analystes qui vont peut-être utiliser les modèles ou explorer plus profondément ce qu'on a pu créer comme information. Donc, je vous ai donné un bon aperçu de mon métier. Pour conclure, je vais parler un peu des challenges qu'on rencontre et de ce que j'aime particulièrement. Pour moi, le plus gros challenge, finalement, c'est qu'on part d'un problème, d'une question, mais on ne sait pas exactement comment on va faire pour y répondre ou comment le résoudre. On n'a pas une idée, a priori, de la difficulté à résoudre ce problème. Et ça veut dire que, on va tâtonner, on va avoir des échecs, on va avoir des réussites, on va devoir explorer des choses. Et ça peut être très challengeant et dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure,
concernant le langage, tout n'est pas résolu. Donc, on va devoir faire des essais et voir, ça se trouve, se confronter à des limites et dire, bah non, je ne peux pas répondre à cette question. Mais c'est ça aussi qui est hyper intéressant. La conclusion finale sur laquelle je voulais aller, c'était que à la fois cet aspect relationnel avec les gens et à la fois cet aspect magique de travailler avec les algorithmes et de résoudre des choses de façon intelligente, entre guillemets. Bah, c'est ça qui fait le cœur de métier et c'est ça qui est super. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et j'espère que vous en savez un petit peu plus sur mon job. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Charlotte. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poser dans le chat ou alors lever la main si vous en avez une et j'activerai votre micro ou votre caméra. Alors, il y a plein de merci dans le chat. De rien. Alors, Sandrine demande comment as-tu acquis de l'expérience quand tu as commencé? C'est une très bonne question, c'était pas forcément évident. J'ai commencé à me former par moi-même, puisque comme j'ai dit, après l'école d'ingénieur, j'ai fait, du conseil et donc j'ai perdu un peu ces compétences techniques que j'avais acquis perdues. J'avais pas pratiqué en fait, ces compétences techniques que j'avais acquises en école d'ingénieur. Donc j'ai fait, des cours en ligne au travers de MOOC. Je sais pas si vous connaissez par exemple la plateforme, Coursera, où il y a Fun aussi. Et donc j'ai commencé à faire ça pour, vraiment, me former déjà sur, le code, essayer de faire des petits projets personnels sur le côté, de bidouiller un peu de mon côté. J'ai fait des cou j'ai vraiment, détonné. J'ai pris aussi des cours du soir, au CNAM pour de nouveau quoi, vraiment, interagir cette fois-ci avec, des professeurs et avoir, des problématiques des projets plus concrets avec, des retours d'expérience de la part de profs et enfin, l'étape pour moi de passer par l'étape, recherche avant de devenir data scientist en tant que tel, c'était à la fois, pour pratiquer enfin comment dire? À la fois pour tester le boulot de chercheur et à la fois, pour continuer à monter en compétences, sur tous ces aspects-là. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Bravo pour cette détermination. C'est impressionnant. Y a-t-il d'autres questions? Je vois que ça écrit dans le chat, on attend. Moi, j'en ai une en attendant. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu te vois rester dans ce job encore plusieurs années? Combien d'années? Quel serait ton prochain job? C'est une, excellente question parce que finalement c'est un job que je fais depuis, récemment, si j'ose dire, malgré mon expérience, dans l'entreprise. Actuellement, ça me plaît beaucoup et donc j'ai pas envie d'en changer tout de suite, mais j'envisage éventuellement plus tard je vais dire, m'éloigner un peu de l'aspect technique pour prendre du recul par rapport à ces sujets, et potentiellement intervenir plus, comment dire? Au sein d'une équipe en tant que senior et moins, à construire moi-même, si j'ose dire. D'accord, donc avec peut-être plus de gestion de projet sur ces Éventuellement, oui. sujets-là. Mm. Mais je suis pas encore tout à fait mature sur le sujet. C'est quelque chose qui va sûrement évoluer encore au fur et à mesure, en fonction de mon expérience et des projets qui vont se présenter. Mais là, il y a vraiment pas mal de choses à construire, assez différentes. Donc voilà, encore, pas mal de choses à faire. Très bien. Alors Sandrine dit en t'écoutant, finalement, un des freins à ce métier pour les femmes est peut-être d'accepter le test and learn, même en autodidacte, alors que l'on n'apprend pas ce fonctionnement à l'école. On essaye d'être bonnes élèves tout de suite. Merci beaucoup, Charlotte. Mmh. Je ne sais pas si tu as un Merci. commentaire sur
sur ce fait d'être voilà, bonnes élèves, d'être moins dans voilà, dans l'exploration des sujets qu'on ne connaît pas, l'exploration par nous-mêmes. Oui, c'est une très bonne question. Je me demande, ouais, ouais, j'allais me mettre à philosopher. Je me demande si c'est un rapport de genre par rapport aux femmes, ou si c'est effectivement presque le système éducatif qui devrait être plus, enfin, pour répondre à la question, hein, qui devrait être plus ancré sur des sujets concrets, peut-être, et plus, comment dire, j'arrive pas. Enfin, avec plus de, c'est justement cet aspect autodidacte. Mais c'est une bonne question, j'en sais rien. C'est vrai que moi, j'avais besoin un peu des deux malgré tout dans mon parcours. J'ai eu besoin, même si j'ai fait des cours en ligne ou si j'étais moi-même volontaire là-dessus et autonome, j'ai ressenti le besoin, par exemple, de prendre des cours du soir avec un vrai prof en physique dans une salle parce que c'était pas suffisant. Mais ouais. Très bien. Alors pour celles et ceux qui le souhaitent, on écoutera juste après Charlotte, on écoutera le Pitch Your Job de Lamia Yatagen de BNP Paribas, qui est responsable Digital Delivery à la Banque de détail en France. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci beaucoup Charlotte pour ce partage d'expérience. Il y De aura un rien. replay qui va être diffusé sur le site Wugitech prochainement. Ok, bah merci à vous tous. Un grand merci et rendez-vous sur le site Wugitech, wogi.tech, pour découvrir le reste du programme jusqu'à samedi, des ateliers, des conférences, des tables rondes avec la cinquantaine de contributeurs du Mega Women and Girls in Tech à l'occasion de Vivatech. Belle journée à toutes et à tous. Merci, Aline.